Loretin. Merci de votre présence ce soir pour ce dernier conseil municipal de l'année dans des conditions encore un petit peu spéciales. Avant d'ouvrir l'ordre du jour, je vais procéder à l'appel. De manière générale, le rapport des règles de quorum ont été revus, puis les pouvoirs aussi ont été revus de manière générale dans le décret actuellement en vigueur. Je pense que peut-être aussi ce soir de toute façon à ce sujet-là. Mais voilà, c'est une précision à donner. Effectivement, vous avez vu le gel de la disposition à l'entrée pour la fin du souhait. On vous demande aussi de maintenir le port du masque pendant cette séance. Merci à vous. Alors, allons-y. Monsieur Pierre Guinière, présent. Monsieur Namor Bruno, présent. Madame Cachemar-Corinne. Monsieur Damien Jazinski est absent excusé et il donne pouvoir à Monsieur Griner. Madame Coquelet-Camille. Monsieur Larsin-Patrice. Madame Champion-Nicole, absente excusée, donne pouvoir à Madame Coquelet. Monsieur Jean-Marc Moreau. Madame Denis Jessica, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Namor. Ensuite, nous avons Monsieur Pêche Jean-Pierre. Madame Patou-Nadjian. Madame Ansar-Lisiane. Monsieur Lecoq Jean. Monsieur Silvestri Francesco. Madame Bricot-Odile. Monsieur Régis Ducrot. Madame Alexandra Cruz, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Touillon. Madame Legrand-Delphine. Monsieur Frédéric Tourillon. Monsieur Fabrice Hector. Madame Alison Dubocage. Madame Lucille Daucher, absente excusée, donne pouvoir à Madame Ansin. Monsieur Chic Damien. Madame Barrois Fanny, absente excusée, donne pouvoir à Madame Cachmarek. Madame Fernande Bisgan. Monsieur Joël Gaillot. Madame Patricia Lartiche, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Gaillot. Monsieur Daniel Vermerche et Monsieur Fournier Jérémy, absent. Très bien. Avant d'ouvrir cette séance, nous allons désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidats potentiels? Monsieur Ducrot, comme d'habitude, pas d'autres candidats. Est-ce que ça convient à tout le monde? Monsieur Ducrot, vous serez secrétaire de séance. Du conseil municipal. Le premier point du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 novembre dernier. Y a-t-il des questions ou des remarques particulières sur cette délibération, sur ce conseil? Pas de remarques particulières, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Deux abstentions plus une voix représentée, ça fait 3 abstentions. Pour le reste, c'est voté à la majorité. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'informations dans le cadre des ratifications des décisions du maire. Le premier point, il s'agit d'un avenant au marché numéro 2, l'exploitation d'installations de chauffage qui est passé avec la société d'Alca. Vous avez le retrait de 2 bâtiments qui ne sont plus aujourd'hui utilisés. Les services techniques provisoires qui étaient situés rue d'Imoral, à la suite du sinistre, les services techniques en attendant l'entrée au CTM, donc maintenant ces locaux ne sont plus utilisés. Et la maison Perché, 56 rue Gilles Nemans. La sortie de ces bâtiments engendre une valeur de 517 € hors taxe sur la valeur de base du marché. Le point suivant, il s'agit de décision attributive avec le T, vous avez dû le remarquer, du marché renouvellement des services de télécommunication de la ville, avec un certain nombre de lots. Le lot numéro 1 qui correspond à téléphonie fixe qui est attribué à la société SFR, un marché de 2 ans à compter de sa notification renouvelable une fois. Les conditions d'animation sont prévues dans les documents contractuels qui sont à votre disposition si vous souhaitez. Le lot numéro 2, la téléphonie mobile qui est attribuée à la société Orange dans les mêmes conditions que le lot numéro 1, et le lot numéro 3 qui est accès Internet à des non garantis qui est attribué également à la société Orange dans les mêmes conditions que dans les lots 1 et 3. De manière générale, pas de changement puisque c'était déjà ces différentes entreprises qui étaient en charge de ces marchés respectifs. Bien, la nouvelle délibération ensuite qui fait suite à l'ordre du jour de notre conseil municipal, il s'agit de la dernière décision modificative budgétaire sur le budget ville. Nous arrivons en fin d'année, nous avons quelques ajustements. Alors, vous avez premièrement la section d'investissement où vous avez globalement de nouvelles recettes à hauteur de 20 000 € et on a augmenté clairement la section de fonctionnement de 1 500 €, ce qui fait que vous avez 22 500 € de recettes. Il faut équilibrer en dépenses. Alors vous avez vu qu'il y a un certain nombre de
réorganisation ou de reventilation de budget, mais que également en dépenses, vous avez 20 000 € qui sont liés. Globalement, ces 20 000 € correspondent surtout en dépenses aux travaux de démolition du bâtiment en péril au Jean Jaurès, 149 si je ne me trompe pas, 149, et nous mettons les 20 000 € en recettes en face. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un péril et forcément le tiers à un moment, il y aura un recouvrement qui sera assuré par les services de la trésorerie. Pour le reste, il s'agit de ventilation à travers les différents articles de manière générale. En section de fonctionnement, sur le sujet, vous avez notamment 32 200 € de recettes, autre mot d'universalisation courante. Globalement, cela équivaut à des prestations de remboursement du salaire de Catherine Renaud, qui est à la fois l'agent qui intervient pour CCAS et pour la ville. Donc la recette, c'est un remboursement notamment de prestataires extérieurs à hauteur de 32 200 € et qui vient basculer en face forcément sur un certain nombre d'équilibres entre différents articles et différents chapitres de manière générale, en particulier le 023, le 65 et la subvention CES et dans des ventilations en article au sein du chapitre 011. Voilà, sur des ajustements fin d'année, il n'y a rien de bien méchant à ce niveau-là. Y a-t-il des questions particulières? Pas de questions particulières. On va voter section par section pour la section d'investissement. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité. Pour la section de fonctionnement, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Oui. J'aurais une question concernant les dépenses au tour 45-41. J'ai bien compris qu'il y avait des choses qui sont retirées, mais vous mettez dépenses 20 000. Oui. C'est quoi ces dépenses de 20 000? En fait, c'est une opération qui est liée, c'est une dépense obligatoire, mais en fait qui est liée à l'opération, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes en train de démolir un bâtiment qui est en péril au niveau du 149 rue Jean Jaurès, c'est juste en face de l'ancienne Aldi. Vous devez voir, voilà, globalement, vous avez des travaux de consolidation qui sont plus importants. En fait, l'opération, peut-être que Philippe pourra le préciser, Philippe Blocher, mais on couvre, ce sont 20 000 € de dépenses supplémentaires sur cette opération de démolition qui sont couverts automatiquement par 20 000 € de recettes, puisqu'il y aura un titre qui sera émis envers les propriétaires. Alors pourquoi c'est des dépenses, on aurait pu appeler péril 149 ou Jean Jaurès, c'est juste le fait de l'avoir nommé de cette manière-là, mais effectivement, c'était peut-être plus facile de faire le lien entre les 20 000 € de dépenses supplémentaires et les 20 000 € qui viennent en recettes et qui sont liés finalement aux dépenses en opération 020. On aurait pu appeler ça péril 149 ou Jean Jaurès de manière générale. Et c'est bien l'opération qui est liée. Pas d'autres questions particulières? On peut passer au vote. Donc sur la section de fonctionnement, des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une délibération classique à cette période qui permet d'ouvrir et d'autoriser le mandatement des dépenses d'investissement 2021 dans la ligne du cadre des crédits ouverts au budget d'exercice 2020. L'objectif, c'est de continuer à pouvoir poursuivre nos projets d'investissement, notamment entre le 1er janvier et la date du vote du budget qui se fait généralement en mars. Donc l'objectif de cette délibération, vous reprenez le total des crédits ouverts au budget 2020 et puis vous y appliquez une quote-part de 25% du cadre pour qu'on puisse continuer à travailler et à poursuivre des projets qui doivent être globalement, budgétairement, ça puisse se poursuivre de manière plus limpide. Voilà, quelque chose de très classique. En cette période, ça fait soit en fin d'année, des fois on passe en début d'année au mois de janvier. Là, ça passait à ce conseil-ci, c'était peut-être un petit peu plus facile. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas de questions particulières là-dessus. Des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une demande de subvention auprès d'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux DETR 2021. Nous avons reçu un appel à projet. Il est demandé donc de pouvoir délibérer des pièces constitutives du dossier de demande de subvention qui a déjà été finalisé, transmis au service de la préfecture, mais il manque cette pièce-là en précisant que la délibération sera lors du prochain conseil municipal. Nous avons cette année, au vu de la programmation et des projets éligibles au sein de cet appel à projet DETR, fait le choix d'orienter un appel à projet sur des travaux liés à des travaux dans un établissement scolaire. Notamment, il s'agit ici de travaux de réfection complète des toilettes de l'école Jean-Marie Brison,
Alors il y a une somme de 95 405 € hors taxe. Pourquoi une somme aussi importante? Puisque c'est une purge complète des toilettes, avec notamment le fait d'excaver les anciennes fosses septiques. Donc tant que nous sommes en travaux, nous en profitons pour casser le sol, ressortir les fosses septiques. Donc ça joue sur le budget, mais ça permet aussi de sécuriser au mieux et de faire un vrai investissement. Nous remettons forcément les toilettes aux normes, nous travaillons sur les sanitaires. Il y a un travail qui sera peut-être fait aussi sur le fait de récupérer l'eau de pluie et de l'intégrer dans l'utilisation des eaux pour les toilettes. Alors bien sûr, il y a des normes, il y a des choses à respecter, on est sur un établissement scolaire et ça travaillera dans ce sens-là. Nous faisons forcément toutes les faïences, le sol, l'accessibilité PMR, même si elle existait déjà, mais dès qu'il y a des changements dans l'organisation des toilettes, il faut les rendre accessibles de manière générale. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, nous sommes éligibles aujourd'hui, nous pouvons solliciter, nous demandons toujours le maximum, la somme de 28 621,68 € afin de réaliser cette opération de travaux au sein de l'école Jean-Marie Louison, notamment au niveau des sanitaires. S'y ajouteront également les quelques sanitaires de palier, puisque vous avez des sanitaires dans les paliers qui sont plus en bon état, et vous savez que dans l'organisation de tous les jours, généralement quand un enfant vient aux toilettes en classe, ils ne font pas descendre en bas dans la cour, ils manquent sanitaires sur chaque palier, donc l'objectif c'est aussi de remettre à niveau ces sanitaires au niveau des paliers. Des questions particulières? Oui. J'espère que les enfants n'iront pas sur le toit pour aller aux toilettes. Absolument. Et j'espère que vous n'avez pas envoyé ce plan de financement au sous-préfet, parce que ça déplore pour avoir des ET. Oui. Oui, je sais qu'il y a un souci au niveau du dans la présentation, puisque globalement, le montant des travaux, c'est un copier-coller d'un ancien tableau. Et il y a des travaux de toiture, ça correspond forcément à des travaux de sanitaire, et ça sera précisé et revu au moment du dépôt de dossier, enfin du moins de cette délibération avec le cofinancement juin, tel qu'il est prévu. On ne s'exonère pas non plus la possibilité d'aller chercher d'autres subventions de manière générale. Nous n'avions pas été éligibles l'année dernière à la DPV, mais on sait que ce genre de projets sont les projets cibles dans les appels à projets DPV. Donc, changement de préfet à l'égalité des chances, M. Garnier s'en va, un nouveau arrive. On ne manquera pas de solliciter à ce sujet, à savoir si notre commune cette année redeviendra éligible et à ce moment-là, pouvoir anticiper sur un certain nombre de projets à aller chercher des cofinancements pour réduire le coût porté par la ville sur ce dossier-là, mais aussi sur d'autres dossiers, mais en sachant que ce genre de dossiers sont les dossiers qui passent en priorité dans les appels à projets DPV. Pas de souci particulier. On va juste modifier le fait que ce ne sont pas les travaux de voiture, mais qui concernent les sanitaires. Non. Est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Cette demande est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit aussi d'une délibération liée à cette fin d'année. Il s'agit de la subvention d'équilibre que la commune propose pour équilibrer le groupe du CCAS. Cette subvention est prévue à hauteur de 40 000 €. Alors, je dis tous les ans, mais de manière générale, on ne s'en va pas surdoter le CCAS en subvention. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de grosse politique d'investissement au niveau du CCAS, et que l'objectif c'est de venir couvrir et verser une petite marge de sécurité, un certain confort, et de ne pas aller surdoter le CCAS en subvention. Donc, au vu de la situation et du déroulé de l'année, cette subvention d'équilibre de 40 000 € est suffisante pour que la tenue des comptes du CCAS soit correcte. Il vous est donc demandé de bien pouvoir valider cette subvention de 40 000 € qui sont prévus au budget 65 en section de fonctionnement, si je ne me trompe pas, de manière générale. Pas de questions particulières. On peut passer au vote. Il y a des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite une délibération liée à l'adhésion de la commune de Quiébrochin à un groupement de commandes. Ce n'est pas le premier, mais celui-ci est nouveau, un groupement de commandes notamment pour un marché à accord cadre mono-attributaire pour l'entretien des espaces verts, avec 3 communes qui seraient intéressées pour finalement faire un marché commun sur le sujet. Nous étions nous en fin de marché à Quiébrochin, Crépin était en fin de marché, et puis la commune de Caron ne disposait pas de marché, il souhaitait profiter de la situation pour s'intégrer et faire quelque chose de carré. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette délibération est de valider le fait que la commune de Quiébrochin adhère avec la commune de Crépin et Caron à ce groupement de commandes. Viendra ensuite par la commune pilote, qui est la commune de Crépin, telle qui est requis dans la convention, le rôle de coordinateur, de lancer cet appel d'offres
d'offres, une fois que toutes les communes auront délibéré, pour pouvoir recruter l'entreprise. La commune de Crépin est coordinateur, la commune de Quiébrochin qui avait pas mal de connaissances et un cadrage, un CCTP, complètement un cahier des charges, pour être un petit peu plus simple dans les propos, assez avancé sur le sujet, a proposé son cahier des charges. Voilà, c'est vraiment un travail qui a été co-constructif avec les différentes communes. L'objectif, c'est aussi de fonctionner, même si je ne me trompe pas, c'est une année 3 fois renouvelable, de manière générale, 2 ans une fois renouvelable, c'est sur les dispositions du Code des marchés publics, de manière générale, mais l'objectif, c'était de travailler de manière commune sur cette question-là. Il y aura aussi certainement la possibilité d'accorder nos manières de travailler. On sait que Quiébrochin est assez avancé sur un certain nombre de gestion des espaces publics avec la gestion différenciée ou quoi que ce soit. La commune de Crépin souhaite avancer dans ce sens aussi. Je pense que la commune de Clermont aussi, il y a des questions de passage. On a avancé sur le zéro phyto, autant je regarde Philippe Daucher là-bas, il y a des communes qui sont un peu moins. Donc le but, c'est aussi de profiter de ce marché à votre commande pour approcher les techniciens et s'inspirer de méthodes qu'on peut avoir les uns chez les autres et qui seraient bénéfiques au bon fonctionnement de la gestion des espaces publics et des espaces verts en particulier dans les 3 communes. Est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus? Je rappelle que nous avions déjà marché à votre commande en groupement. On l'a passé il y a 1 ou 2 conseils en arrière avec l'ADO et d'autres communes. Vous savez, sur la papeterie et les fournitures de bureaux, vous devez vous en souvenir. Nous avons une délégation de services publics sous forme d'autorité concédante avec Crépin pour la gestion des lieux d'accueil de jeunes enfants. Donc voilà, là c'est un nouveau marché. Je ne dis pas que demain on n'aura pas d'autres marchés, peut-être que sur l'éclairage public, l'entretien de voirie, sur des choses comme celle-là, on pourrait aller aussi sur des groupements de commandes de manière générale avec les communes voisines qui souhaitent adhérer. On avait tendu la main à Financière et Saint-Étienne aussi. Ils nous ont dit qu'au vu de leurs éléments et de leurs besoins, ils n'avaient pas forcément besoin d'entrer dans ce marché à bonne commande et qu'il y avait une gestion locale qui était aujourd'hui satisfaisante. Voilà. Il y avait une question peut-être, M. Gaillet, ou une remarque? Non, une question simplement sur la commission d'appel d'offres. Le président de la commission d'appel d'offres peut désigner des personnalités compétentes. Ce sera lesquelles et dans quelle mesure la commission d'appel d'offres de Quiébrochin assistera aux travaux de la commission d'appel d'offres de ce regroupement commun? Généralement, c'est la CAO de la commune qui est la commune pilote qui le fait. On a dit que la DDSP, vous vous souvenez, on a dû faire une CCSPL. Et c'était la CCSPL de la commune, la CCSPL de chaque commune membre fait automatiquement transfert entre guillemets son pouvoir à la commune, à la CCSPL de la commune qui est pilote. Donc là, la CAO sera la CAO de la commune de Crépin, puisque c'est la commune de Crépin qui est pilote. Après, généralement, de manière assez ouverte, il y a un échange qui est fait avec les 3 communes hors CAO, avec un rapport d'analyse des offres. Après, je ne suis pas certain qu'au vu des montants prévus, il y ait formellement un besoin de CAO. C'est écrit dans la convention parce qu'on est sur les conventions type, mais il n'est pas certain que cette attribution-là soit soumise à CAO au vu du montant. Ça apparaît dans les libérations parce qu'on le fait généralement dans toutes les conventions de cette manière-là, mais voilà. Et si à CAO, ça sera celle de la commune pilote. Si demain on va marcher sur notre éclairage public et qu'on dit que c'est Quiébrochin qui est pilote, ça sera la CAO de Quiébrochin qui validera pour le groupe des autres communes, avec en amont forcément une présentation du rapport d'analyse des offres et un partage de cette validation avec les autres communes. Et voilà, d'un point de vue juridique, ça entériné par la CAO de la commune pilote. Si CAO il y a. Est-ce que c'est plutôt clair pour vous? Pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions sur ce marché en commande? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité et je vous remercie. Le point suivant, et nous avons quelques points liés aux ressources humaines, vous avez dû le remarquer. Il s'agit de la modification du tableau des effectifs permanents, notamment la création d'un poste d'enseignant, d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à 6h30. Il s'agit d'un agent intercommunal qui fait la majeure partie de son temps de travail sur la ville de Touchy-les-Mines et qui est aussi agent partagé, si on peut dire ça comme ça, avec les communes d'Hermiers et de Quiébrochin. Donc cet agent est éligible à la promotion interne. La commune de Touchy nous a informé de cette situation et nous a demandé notre avis. Forcément, puisqu'il faut que les 3 communes soient d'accord. La commune d'Hermiers a répondu favorablement et la commune de Quiébrochin aussi. Comme il n'existe pas chez nous de poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à 6h30 hebdomadaire, il est proposé de le créer ici pour que nous puissions, cet agent puisse profiter de la promotion interne et puisse être nommé donc dans notre commune pour les 6h30 que cette personne réalise au sein de notre école de musique. Rien de plus là-dessus.
classique. Pas de questions particulières? Si, Mme Vision. Pas par rapport à ce qu'on vient de délibérer, mais par rapport au tableau des effectifs. Hors filière, chargé de communication, c'est quoi ça? C'est un poste au service communication. Lorsque Dominique Bourreau est parti, nous avons lancé une consultation. Nous n'avions pas une candidature de personne qui était titulaire d'un concours. Il y avait notamment le technicien en communication. On avait mis, je crois, un adjoint administratif principal ou rédacteur. Nous n'avions pas reçu de candidature. N'ayant pas reçu de candidature, nous avons ouvert donc à des personnes type contractuelles et nous avons donc créé le poste qui existait déjà du temps d'Arnaud Bout et nous ne l'avions pas supprimé parce qu'on sait que dans cette filière un petit peu communication, soit c'est des gens qui viennent de l'administratif, sauf des techniciens, et c'est un petit peu compliqué. Donc nous l'avions maintenu, et celui-ci est donc aujourd'hui occupé par une personne contractuelle qui a été recrutée sur ce poste. D'accord. Mais voilà. je ne vois pas paraître Nous avons créé le 4 juillet un poste de collaborateur de cabinet, on l'a créé au tableau des effectifs, je ne le vois pas paraître. Monsieur Douchy, grande question. Qui existe, hein, il n'y a pas été, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Il ne paraît pas sur le tableau des effectifs. Il devrait être modifié, oui, on pourrait le rajouter. Oui, effectivement, sur le tableau des effectifs. Alors, ce qu'on vous propose, c'est effectivement dans le tableau des effectifs d'ajouter, il y a dû avoir un manquement, le poste c'est directeur de cabinet, c'est ça, collaborateur cabinet, de manière générale, ce qui fait 111 agents au total, ça repose sur 35 heures, qui est lui aussi hors filière, si je ne me trompe pas, de manière générale. Est-ce que ça vous va? Oui, il existe le poste. C'est un détachement? Non, il n'y a pas de détachement dessus, mais le poste est ouvert à l'heure actuelle. Ah, il n'est pas encore... Non, il n'est pas occupé. Donc on peut le retrouver dans les annonces, d'accord. Donc il est... mais il fait partie du tableau des effectifs, occupé ou pas, il doit faire partie du tableau des effectifs. Donc prenez note de cette petite modification, mais ce poste existe bien. Voilà. Pas d'autres questions particulières. Hein. Comment? Les non occupés, pour l'instant. Et les non occupés. D'accord. Voilà. Pas d'autres questions? Non. Pas d'autres remarques? On peut passer au vote. Des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unité, je vous remercie. Nous avons une délibération aussi un petit peu qui est de saison, si on peut dire ça comme ça, notamment en ce qui concerne les saisonniers également, ça permettra une petite transition. Pour l'année 2021, donc la possibilité à la commune de recourir à un certain nombre d'emplois liés à des accroissements d'activités saisonniers. De manière générale, alors vous avez un certain nombre de postes qui sont repris dans différentes filières techniques, administratives, animation, sont généralement les grosses filières représentées dans notre commune, de manière générale, avec des horaires différents les uns des autres, puisqu'on a forcément besoin de temps plein, ça peut être aussi des temps par période. L'objectif de la délibération, c'est de valider la possibilité d'avoir recours à ces agents. Alors forcément, vous avez un certain nombre de postes qui sont créés, ça ne veut pas dire qu'on aura recours à l'ensemble de ces postes de manière exhaustive, mais on ne sait jamais, on peut avoir une difficulté ou une problématique à un moment donné qui nous oblige à recourir à des emplois temporaires sur les agents contractuels sur ce type de poste. Et aujourd'hui, les payeurs, les trésoriers sont très attentifs sur le sujet, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce type de libération, la personne, globalement, on ne nous autorise pas à signer son contrat de travail et elle ne reçoit pas son salaire. Donc voilà, des questions particulières? Rien de spécial là-dessus. Alors, on va passer au vote. S'il y a des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'un sujet d'action sociale envers le personnel, notamment la mise en place de cartes cadeaux en fin d'année pour le personnel. Alors, c'est une nouvelle action qui devait être mise en place, qui avait déjà été discutée un petit peu en 2018, qui devait être mise en place en 2019, mais qui n'a pas été à ma demande, puisque nous étions en période préélectorale. Et je ne voulais pas qu'on dise que si on mettait ça en place à quelques mois des élections, c'était un moyen d'acheter des agents ou quoi que ce soit. Donc nous avons préféré, nous l'avons expliqué avec les syndicats au sein des instances paritaires, reporter pour cette raison-là cette mise en place d'action ici courant 2020. Un certain nombre d'échanges ont eu lieu. Nous avons eu aussi des échanges avec les représentants du personnel en CTP pour les personnes qui font partie du CTP. Et nous sommes mis d'accord sur cette proposition de manière générale. L'objectif, c'est de donner un petit plus aux agents en fin d'année, de manière générale. Donc voilà, c'est pas une somme non plus hyper importante à hauteur de 50 €, mais ça concerne les agents de la commune, ça concerne aussi les agents du SAD, CCAS, SAD aussi, que vous soyez au courant de manière générale. Ça sera distribué avec normalement la fiche de paie en fin d'année ou à retirer au service RH, puisqu'il y a une signature. Parce que comme vous avez une
itinéraire, de manière générale, même si c'est une carte, il faut une signature pour que ce soit suivi et validé par le payeur de manière générale. Vous avez des conditions qui sont des conditions légales. Ce ne sont pas des conditions qui ont été discutées propres à Pierre-Brochin, mais ce sont des conditions générales légales un peu partout pour obtenir cette carte cadeau, notamment à la présence, le fait d'être présent en fin d'année. Pourquoi? Parce que cette carte cadeau est liée à une date dans l'année, donc c'est-à-dire à la dernière paye. Donc si on n'a pas la dernière paye, ça ne peut pas se faire, parce que ça doit être lié légalement à cette date-là. Et puis vous avez aussi deux types de personnes à l'exclure, les agents en congé parental, à ne pas confondre avec les congés maternité, et les agents en disponibilité. Pourquoi? Parce que globalement, les agents en congé parental ou en disponibilité sont des agents qui nous ont écrit et qui demandent donc à la collectivité de ne plus être pour une durée déterminée dans les effectifs de la collectivité pour des raisons personnelles. Alors en congé parental, on se dit bien pourquoi. En disponibilité, certainement pour d'autres raisons qui regardent chaque agent de manière respective. Mais voilà, n'étant plus dans les effectifs et ne touchant plus de traitement de paye par la commune, il n'était pas possible de pouvoir leur octroyer cette carte cadeau. Voilà un petit peu pour cette présentation de cette nouvelle action sociale de manière générale envers le personnel de la commune. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Pisqueron, allez-y. Je ne sais pas si ma voix porte ou si... Avec le micro, c'est toujours un peu mieux parce que moi ça va, mais peut-être les gens sur le côté sont un petit peu gênés. Oui. Il y a quelque chose à faire? C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Alors voilà, donc on ne revient pas, on remet pas en cause notre volonté de gérer vraiment les ressources humaines, mais on voudrait savoir ici si cette délibération a une connotation d'action sociale ou de gratification. Parce que c'est différent. Si c'est une gratification, c'est-à-dire que vous donnez un chèque cadeau de la même valeur à chacun de vos des agents, donc nous on considère cela comme une gratification. Donc il faut effectivement pour le comptable une délibération qui explique ce à quoi va servir l'argent qui va être débité du budget de notre commune. Mais là, apparemment, vous parlez d'action sociale. Or, dans une action sociale, vous savez que les juridictions administratives, elles caractérisent l'action sociale en fonction de la prise en compte des situations des agents au niveau des revenus, des situations familiales. Donc, apparemment, là, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que cette délibération, elle n'est pas légale, parce que si on décide ici ce soir de délibérer autour d'une action sociale, il nous faut alors prendre en compte les besoins, les situations des agents, les ressources, leur situation familiale, le nombre d'enfants qu'il y a dans les ménages. Par contre, si c'est une gratification, à ce moment-là, les 50 € de carte cadeau peuvent très bien être délibérés aujourd'hui, mais il faudrait revoir cette délibération. Alors moi, quand on parle d'action sociale, ça me plaît, hein, on est heureux de voir qu'on a une délibération qui titre action sociale, attribution, en plus en faisant référence à la loi 83-634 du 13 juillet 83. Mais cette loi, justement, c'est ça qui me gêne dans cette délibération, parce que cette loi demande justement à ce que les cadeaux attribués ne soient pas uniformes et qu'ils prennent bien en compte donc, les différences qu'il y a dans les ressources des salariés. Alors, quand on regarde le tableau des effectifs, hein, on se rend compte qu'il y a 75% des agents de notre commune qui sont en catégorie C. Donc, on se retrouve aussi avec des agents qui se sont vus réduire leur temps de travail, qui sont pour certains dans des situations précaires. Aussi, je soumets ce soir au conseil municipal de modifier cette délibération en tenant compte de cette action sociale que vous souhaitez mettre en place pour les agents de notre ville, mais en proposant donc des montants différents pour cette carte cadeau, à savoir, on vous fait une proposition, hein, donc 80 € pour les agents qui auraient un salaire inférieur à 1 200 €, 50 € pour ceux qui auraient une rémunération supérieure à 1 200 € et inférieure à 2 000 €, et une carte cadeau de 30 € pour ceux qui ont une situation supérieure, des revenus supérieurs à 2 000 €. En plus, on souhaiterait que chaque agent ayant un enfant
se voit attribuer également un chèque cadeau de 30 euros. On pourrait considérer cette délibération comme une délibération pour l'année 2020, hein, et puis la programmer pour les autres années dans le cadre, par exemple, d'un arbre de Noël qui nous permettrait chaque année de remettre aux agents cette carte qui correspondrait là à de l'action sociale. Voilà. Alors, on peut en débattre, hein, mais on n'est pas contre la carte cadeau de 50 euros à condition qu'il y ait une délibération modifiée et uniquement pour le comptable pour que ça soit légalisé cette carte cadeau qui est donnée à tout le monde. Mais si on conserve la connotation d'action sociale, à ce moment-là, la délibération n'est pas légale. Donc il faut la modifier. Merci pour votre remarque, Madame Bisgan, qu'on entend, mais on va passer au vote sur la délibération telle qui est proposée ici. Elle a fait l'objet de débat. Je peux comprendre vos remarques, elle a fait l'objet de débat avec les représentants syndicaux. Il y a un chapeau légal, peut-être que vous soulignez, qui pour vous ne correspond pas finalement au fond de la délibération. Ça sera au rôle de contrôle de légalité, mais je sais pouvoir compter sur vous pour que vous puissiez aiguiller le regard aiguisé des services du contrôle de légalité de la sous-préfecture de Valenciennes à ce sujet. Et moi, je saurai aiguiller le positionnement du personnel quant à votre action, de manière générale. Donc voilà, on va passer au vote sur la délibération telle qu'elle est proposée aujourd'hui. J'entends bien vos remarques, mais voilà. Je voudrais juste faire une remarque. Il a fallu quand même attendre 2020 pour qu'il y ait ce genre de choses. Ici, la plupart des gens qui sont là, il y a des nouveaux, à peu près 6 ans de mandat. Je peux vous faire un point sur l'évolution des conditions sociales et des conditions de gestion des ressources humaines des agents en 6 ans, voire même en 2-3 ans, puisqu'on a créé un vrai service depuis 2017, et faire le point sur le fait que vous êtes là depuis combien, 97? Vous avez fait 97 jusqu'aujourd'hui? Ça fait quand même 23 ans. Voir de quelle manière ça a évolué entre 97 et 2014, puisque vous étiez aux affaires de manière générale. Je pense qu'il n'y a pas trop à rougir sur la proposition qui est faite. Maintenant, je comprends vos intérêts juridiques sur le sujet. Saisissez le contrôle de légalité, la proposition est faite de cette manière-là, et quand bien même nous ferions une nouvelle proposition, elle ne serait pas possible, puisque ça doit faire l'objet d'une délibération dans les instances paritaires en CTP, et les instances paritaires ont validé les propositions telles qu'elles sont prévues ici. Non, voilà. On vous demande simplement de modifier la délibération et faire une délibération. On pourrait en faire une, par exemple, pour les cadeaux que les départs en retraite, uniquement pour que le percepteur, et ça c'est vite rapidement modifiable. Donc on fait une carte cadeau de 50 euros, simplement une délibération sur ça, mais enlever le mot action sociale, que n'en faites pas du social. Non, parce qu'il faut une validation préalable du CTP sur les règles de distribution d'action. Donc, les règles de CTP s'est réunie à donner un avis favorable sur l'action telle qu'elle est proposée ici. Si on fait une modification, il faut passer par le CTP. Et donc, ça serait caduque et on ne verserait pas les cartes cadeaux. Et je connais votre méthode, vous allez voir les agents en disant oh, les méchants de la mairie, ils ne nous donnent pas les cartes cadeaux parce que vous auriez fait des entourloupes, j'utilise le terme tel qu'il est, une entourloupe encore juridique, et vous auriez tourné la situation dans les bureaux auprès de Alors, nous, ce qu'on va voilà. Vous allez passer au vote, donc je vais demander à M. Ducrot de noter dans le procès verbal, s'il vous plaît, que nous, on est d'accord pour la carte cadeau de 50 euros pour les agents, mais avec une délibération faite pour le percepteur en enlevant le mot action sociale. Voilà. On le précisera. On le dit comme ça. Et cette délibération, désolé, mais elle ira au contrôle de légalité. Eh bien, elle ira au contrôle de légalité. Monsieur Gaillet. Je voudrais quand même répondre à ce que vous venez de dire là. C'est le Père Noël, c'est le 25 décembre. Je suis arrivé ici, à Kievrechin, en 1989. En 1989, on faisait les 35 heures et on avait 6 semaines de congés payés. Alors on n'a pas de leçon à recevoir de vous, Griner. C'est clair, je répète, 1989, ici, à Kievrechin, il n'y en avait aucune. On faisait les 35 heures. D'accord? Et 6 semaines de congés payés. Alors s'il vous plaît, vos 50 euros, s'il vous plaît. Merci, monsieur Gaillet. Voilà. Quel engouement. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité avec les remarques qui ont été prises qui seront ajoutées au PV. Merci à vous. Nous avons ensuite une proposition, nouvelle action aussi qui existait auparavant et qui était une obligation légale, la mise en place d'un plan de formation pour les agents pluriannuels, donc sur une période de
3 ans, 2021, 2022, 2023. De quelle manière ça... Alors ça n'existait pas, je me suis permis, je dis c'est normal. C'est la première fois qu'il y a un plan de formation validé ici, hein, je vous le dis, voilà. Donc, explique un petit peu la situation sur le plan de formation, de manière générale, qu'on se dise les choses. L'objectif de ce plan de formation, c'est à la fois de recenser les besoins en formation des agents. Comment on recense les besoins en formation des agents? Ils se font notamment dans le cadre des entretiens annuels avec la supérieure hiérarchique, où à la fois l'agent propose, dans le cadre de son entretien, peut-être des besoins de formation dans son corps de métier, ou dans le cadre d'une mutation ou d'une reconversion dans un autre corps de métier, mais aussi le supérieur hiérarchique qui, dans le cadre de la gestion du service, fait des propositions à l'agent et les entérine en disant voilà, je ne veux pas quelqu'un qui a un permis nacelle parce qu'il faut changer. Alors ici c'est de la laine, on n'a plus besoin, mais il faut quelqu'un qui a une nacelle pour aller dans les salles de sport pour changer des choses. Il faut quelqu'un dans le nettoyage un peu plus performant parce que c'est de la cantine, c'est différent, c'est plus technique, dans ce genre de choses. On peut faire ce plan de formation puisque depuis maintenant 1 an, on a des entretiens individuels qui se font de manière générale. Ce plan de formation, il se fait aussi à la demande de la collectivité, puisque la collectivité connaît, dans le cadre de l'évolution de ses compétences et de ses besoins, des besoins en ressources humaines ou des nouveaux besoins de gens formés dans de nouveaux domaines, qui vont être donc des domaines dans lesquels la collectivité va intervenir, de manière générale. Donc l'objectif, c'est d'avoir ce document qui soit référencé, mais qui aussi, en face de cela, puisse proposer les lieux de formation, le coût pour le prévoir budgétairement sur ces 3 années respectives, et qu'il y ait une question de transparence dans la gestion de ces formations de manière générale. Je rappellerai qu'effectivement, ce plan de formation est soumis encore une fois aux instances paritaires, il est validé par les représentants du personnel et les représentants de la commune, et également souligner le fait que l'agent du service ressources humaines, je pense que c'est important de le souligner, qui a réalisé ce plan de formation, a fait la majeure partie de son travail en télétravail lors du premier confinement, donc en mars, avril, mai, et a donc profité de cette période-là pour, chez elle, alimenter bien sûr pour supérieur hiérarchique, mais mettre en page, mettre en route tout ce plan de formation, aller chercher aussi des fois les formations, parce qu'elles ne sont pas toutes éligibles au CNFPT ou réalisées par le CNFPT, mais de manière générale de le mettre en page et de pouvoir travailler sur cette période de confinement en télétravail. Les fois on nous demandait que font les agents, alors voilà, d'une filière à une autre, il y a des choses, c'est un peu plus compliqué de faire du télétravail quand on est en technique, ça c'est sûr et certain, mais les agents administratifs pour la plupart qui étaient en télétravail étaient alimentés en actions comme celle-là, qui peuvent se réaliser à la maison, hein, il y a pas besoin, quand on a un PC portable et puis des connexions, ça se passe bien, mais ce plan de formation a été mis en place cette période-là. Je suis désolé pour la taille de la police, puisque sinon il aurait fallu vous mettre pas mal de pages ou des formats très très larges, type parchemin. On s'est limité sur 1 à 3 formats paysage, je pense que c'est quand même assez lisible de manière générale. Nous avons mis en place des actions qui peuvent être menées en 2021 de manière générale, puisque nous sommes plutôt certains de la tenue ou non maintenant, puisque certaines formations s'annulent avec la crise sanitaire, et de la tenue de ces formations en 2021. Le reste est en 2021-2023. Si ça peut être en 2021, ça sera en 2021. On actualisera en 2021 ce plan de formation pour placer celle de 2022 et celle de 2023 de manière générale. Ça dépend aussi des ouvertures des sessions de formation. Certaines font partie du CNFPT. Si le CNFPT nous dit qu'il y a peu de monde pour ouvrir la formation ne se fait pas. Et ce n'est pas une volonté de la collectivité ou de l'agent de ne pas la faire, mais ça se fait de cette manière-là. Donc voilà un petit peu globalement ce qui est proposé. Alors vous pouvez voir, il y a toutes les filières, il y a tous les métiers. Pardon. Vous avez des gens de différents niveaux, voilà, je pense qu'aucun service n'a été mis de côté dessus, et on a quelque chose d'assez complet, de manière générale. Y a-t-il des questions, des remarques particulières sur ce plan de formation? Pas de questions ou de remarques, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une convention partenariale entre la commune de Thiévrochin et Valenciennes Métropole dans la lutte contre les logements indignes et vacants. Les services de Valenciennes Métropole souhaitent, avec les élus communautaires et les élus communaux de 10 communes jugées prioritaires au vu d'un certain nombre de taux importants, à la fois de logements vacants dans le parc privé, mais aussi de logements indignes, sur ces 10 communes au top niveau, on va dire, en haut de tableau, intervenir et travailler avec les services de l'AMLO. En quoi cette collaboration consiste-t-elle?
Globalement, nous allons avoir un agent de l'agglomération qui va intervenir avec les agents de la commune pour suivre les procédures de manière beaucoup plus stricte et aller des fois beaucoup plus loin dans les procédures, puisqu'aujourd'hui, nous avions, dans le mandat précédent, et ça avait déjà commencé à partir de l'année 2011-2012, travaillé dans le cadre du schéma de mutualisation à former quelques agents dans la commune pour ce qu'on appelle les enquêtes ARS, des choses comme celle-là. Nous menions des procédures, des fois nous ne les menions pas jusqu'au bout puisqu'on arrivait sur des niveaux techniques trop poussés. L'objectif de l'agglomération, c'est de faire cet accompagnement vraiment très administratif et technique et de pouvoir suivre ces procédures qui vont de la procédure insalubrité, indécence, le péril aussi qui peut être lié, parce que des fois ça peut être lié à un logement qui devient très dangereux de manière générale, et de pouvoir accompagner la commune sur ce travail plutôt juridique, administratif, mais aussi en visite de terrain accompagné des agents de la ville. La ville s'engage elle de son côté à accompagner les visites de terrain, mais aussi à mettre un agent en lien avec les services de l'agglo. Nous avons fait le choix de mettre l'agent qui est au service urbanisme. Pourquoi? Parce que ça a un lien forcément avec l'urbanisme, et des fois une sortie de vacances va amener à faire des travaux et donc à demander des autorisations d'urbanisme, donc va permettre de faire un lien sur toutes ces opérations de manière générale. Et pourquoi aussi l'agent service urbanisme, puisque l'organisation qui est proposée à la commune par la communauté d'agglomération, c'est un petit peu la même organisation que celle qui est posée pour l'instruction des permis de construire et des permis d'aménager, c'est-à-dire que globalement, la construction des permis de construire et des permis d'aménager, la commune récupère les dossiers, monte le dossier, reprend les documents et le passe ensuite à l'agglo qui fait l'instruction très juridique et très technique, et ensuite il y a un retour qui est fait à la commune pour proposer au maire un avis favorable ou défavorable de manière générale. On serait sur le même type d'organisation et sur le même type d'échange à partir du 1er janvier, en sachant pertinemment qu'on a déjà eu 2 à 3 réunions de cadrage et d'organisation. Nous en avions encore une ce matin, de manière générale. J'étais avec le patron de Cachemaren, avec les services de Valenciennes Métropole, pour commencer à détecter les sujets un peu brûlants, les dossiers à problème, pour essayer de jauger un petit peu le temps de travail à passer ici. Donc globalement, l'agglo a recruté 2 agents, chaque agent a 8 communes, je me trompe, c'était pas 10 communes, mais 8 communes prioritaires. Alors, vous avez dans le secteur Thiers-Rochin, Crépin, Fresnes-sur-Escaut, Verchin-Maugret, Rué, si je ne me trompe pas, Onin, je crois qu'on a fait un peu le tour, il doit en rester une ou deux, Fresnes, de manière générale, qui vont se voir doter de ce service. Ce service est expérimental pour une année, 1er janvier 2021, 31 décembre 2021. À l'issue, dernier trimestre 2021, ce qui est proposé par les services de l'agglo, c'est de faire une évaluation, savoir si ça fonctionne mieux, si on avance un peu plus. Alors des fois, il y a des dossiers qui sont très longs, qui mettent plusieurs années, mais avoir le ressenti des communes, à savoir si c'est un plus et s'il faut continuer dans ce sens-là, et si, au-delà de continuer dans ce sens-là, il faut l'élargir à d'autres communes qui souhaiteraient profiter de ce service. À ce moment-là, les conditions de fonctionnement seraient revues pour continuer à avoir recours à ce type de service par Valenciennes Métropole. Donc 8 communes prioritaires dont font partie, qui profiteraient dès le 1er janvier de ce service pour accompagner vraiment la commune techniquement sur la tenue des procédures liées à salubrité, indécence et péril potentiel. Donc vous allez reprendre tous les dossiers sur lesquels vous étiez. Oui, les dossiers qui sont en cours vont être remis à jour, mais également les nouveaux dossiers qui arrivent au fur et à mesure. Alors, sachant qu'on a plusieurs moyens de saisie, des fois c'est la commune qui est saisie, des fois c'est l'ARS renvoie à la commune, des fois ça sera peut-être des gens qui l'enverront directement à l'agglo, des fois c'est selon des signalements de la police municipale au plus 10, des fois ce sont des locataires qui... Comment ? Il va y avoir un service en ligne de mis en place pour pouvoir... Il n'y a pas pour le moment de... Alors il y avait, ça ressemble un peu au numéro vert qui avait été mis en place l'année dernière, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y a 2 ans, de manière générale. Pour l'instant, non, l'objectif c'est de faire... C'est sur signalement ou éléments dont nous disposons. Après, croyez-moi qu'entre ce qui nous arrive de l'ARS, les signalements de locataires, ou des fois des signalements de services sociaux qui interviennent, on en a quand même pas mal dans l'année, ça nous donne pas mal d'activités. Après, notre objectif, c'est aussi d'aller chercher. Des fois, on est informé, je pense, d'un gros dossier sur Thiers-Rochin qui concerne une personne qui est située rue du Pied-Noir. Certains verront, voilà, il y a des périls, il y a de l'insécurité irrémédiable, il y a pas mal de choses comme celle-là. Là, ce ne sont pas des signalements qui ont été faits, c'est parce que la personne a fait un malaise, les pieds sont venus, et c'est sur intervention qu'on se doutait de la situation, mais c'est un propriétaire qui ne souhaitait pas être aidé, qui restait fermé. Là, le fait d'être entré nous a permis de pouvoir commencer une procédure et qui est aujourd'hui en cours d'action. Voilà. Oui, je suis
Oui, puisqu'on parle de l'ancien métropole, à l'avant-dernier conseil municipal, vous avez dit que lors de l'établissement, le vote du président, que les gens étaient heureux d'avoir viré Gaillet et d'avoir mis à la place Cabanel. Pas tous, j'étais désemparé par cette remarque et je suis allé voir le président qui m'a dit tu pourras lui dire de ma part que c'est lui le plus mal élu depuis 2000, depuis 20 ans. Ah Vous êtes le plus mal élu. c'est M. Joannin, Vous avez fait 58 voix. M. Joannin, il y en a 54. Par exemple, M. Hervé Brouillard, de même sensibilité que vous, a fait 79 voix. Par exemple. Oui. Voilà. Et vous avez fait 58 voix. Alors, pour le donneur de leçons, maintenant, si vous voulez me dire que c'est les 30 voix qui vous manquent sont celles des communistes, je vous remercie de tant d'attachement, mais c'est pas la vérité. Non, il y en a vous avez porté des amis, y compris dans votre camp. Voilà pour la question sur l'agglo. La deuxième chose, votre remarque concernant votre souci de la direction des ressources humaines. J'ai là un article sous les yeux, La Voix du Nord, Kievrechat, le torchon brûle entre le maire et le syndicat du personnel. Vous qui vous revendiquiez de prendre en compte les syndicats, et bien le torchon est là brûlé. Alors maintenant, revenons à l'agglo, puisque vous avez instauré une taxe sur les propriétés publiques. Où est-ce qu'on en est? Sur les logements vacants. La taxe d'habitation, non-exonération de taxe d'habitation sur plus de 2 années. C'est ce que nous abordions ce matin avec les services de l'agglo, puisque cette délibération commence à être posée ici sur l'année 2020-2021. Nous allons avoir les premiers retours et nous avons un rendez-vous avec la DGFiP en début d'année pour faire un petit point, donc la Direction générale des finances publiques, le service des impôts de manière générale, pour faire un point sur l'action qui est menée à ce niveau-là. Ce n'est qu'un outil, et vous savez mieux que moi, la taxe d'habitation est en train de disparaître. C'est pas un choix de la commune, de mener ce genre de choses, et de manière générale, le fait de ne pas exonérer les logements vacants depuis 2 ans est un outil complémentaire sur ce genre de choses. Donc à l'heure actuelle, où nous en sommes, rendez-vous début d'année pour vous donner un peu d'informations. Voilà. Et comment on va prendre en compte les difficultés des propriétaires quand ils vont se retrouver, quand les dossiers vont être saisis? Il y a certainement, puisqu'il y a des logements vacants ou en mauvaise indécence, il y a certainement de la part des propriétaires des difficultés financières qui font qu'ils ne peuvent pas faire les travaux nécessaires. Comment ça va être pris en compte alors Tout le travail avec l'agglo pour aussi accompagner les propriétaires sur des sorties de dispositifs, sur des sorties de vacances ou d'amélioration de l'habitat qui existent. Alors il y a de la norme, c'est pas un sujet extraordinaire, il y a des OPARU, on n'en a pas chez nous de manière générale, mais ça sera peut-être le sujet de faire des OPARU sur des secteurs très ciblés pour se rendre compte qu'il y a des poches d'insécurité ou d'indécence de manière générale. C'est l'étape suivante, celle-là. Et ça sera l'agglo qui prendra la décision? Oui, l'objectif c'est de pouvoir accompagner, nous, ville, soit CCAS, ville, de pouvoir accompagner les personnes, mais aussi l'agglo qui connaît les dispositifs de manière générale sur cette organisation. Voilà. En tout cas, très heureux de travailler à l'agglo, M. Gaillet. Il y a du boulot de manière générale. Croyez-moi, voilà. Je ne plais pas tout le monde. Regardez, même ici, on a fait 59% des voix. On a fait combien? 17. Merci. Allez, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? N'oubliez pas, monsieur le Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. que vous avez remplacé un vice-président par un conseiller délégué. Mais absolument. Absolument. Ça ne rigole pas, M. Gaillet. Oh là là. On pourrait parler de l'état du groupe communiste à l'agglo à l'heure actuelle. Allez, le point suivant, il s'agit d'une délibération de principe que nous avons chaque année, qui passe aussi à l'agglo, qui est liée aux demandes de dérogation au repos dominical formulées par les anciens. Ici, nous avons une saisine pour match pour l'année 2021. Vous avez un certain nombre de dates. Il est donné un avis, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable ou défavorable à cette ouverture. Et même chose au niveau de la CABM, en sachant que les retours que nous avons faits à la CABM, saisine par service, ont donné un avis favorable. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Des abstentions, des avis contraires sur ces ouvertures, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite encore Valenciennes Métropole. La mise en conformité des statuts d'agglo
notamment sur les sujets liés à la gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, l'eau et l'assainissement de manière générale. Donc vous avez un certain nombre de mises à jour statutaires à ce niveau-là. Voilà, il demande au conseil municipal de valider ces mises à jour. La commune étant membre de l'agglo, dessus, rien de nouveau, ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Oui. Juste une question là, la GEMAPI, ils vont la mettre ou pas? Comment? La taxe GEMAPI, vous connaissez? Oui. Ils vont la mettre ou pas? Non, c'est pas l'heure du jour. Ah, mais pour 2020? Ah bah les budgets ont été votés avec les taxes liées à ces budgets-là pour l'année 2021. Oui. Ils viennent d'être votés pour 2021. Oui, pour 2021, d'accord. Et après? Mais c'est pas la suite. Vous savez combien ça peut monter par foyer? 17% plus que la TOM. On est d'accord. TOM, pourquoi le débat sur la CAPH? Alors là, vous allez défendre les projets. Ah ouais, alors j'ai des ça sur la GEMAPI, je monte au créneau, je prends moins de voix si je me présente pour être vice-président, conseiller délégué à l'agglo. Vous imaginez? Tous les gens que je vais me mettre à dos. Parce que je vais vous dire une chose. Je préfère être droit dans les bottes et me regarder dans le miroir le matin, mais qu'est-ce que je pense, et prendre mes positions à l'agglo, qui ne sont pas forcément les mêmes que les gens de ma sensibilité, que de me faire acheter avec des places de foot ou je ne sais quoi, et de voter, de faire le compromis, et d'élire, comme vous l'avez fait au détriment de Michel Lefebvre, une présidente de droite. Franchement, ça, bravo, je gagne. Vive la solidarité. Enfin, on a vu les résultats en 2014. Michel Lefebvre serait là, paix à son âme, il pourra en parler longuement. Mise en conformité de ces statuts de l'agglo. Pas de question particulière. C'est bon pour vous, on peut passer au vote. Les abstentions, les avis contraires, c'est voté à l'unité, je vous remercie. Nous en venons en dernier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, une convention avec le SDIS pour la mise à disposition d'un sapeur-pompier volontaire qui est aujourd'hui agent contractuel en CDD de manière générale en remplacement, mais qui peut bénéficier de cette convention pour notamment prendre pendant ses heures de service, partir et prendre un service notamment avec le groupe Tonne, puisque ça demande à quelqu'un qui perd du poids lourd ou quoi que ce soit, et donc assurer une continuité. La commune de Crépin avait un agent et a toujours un agent qui est mis à disposition de cette même manière. La commune de Clébrochin souhaite faire la même chose pour équilibrer et maintenir l'opérationnel de notre caserne en journée de manière générale. C'est-à-dire que l'agent libre, il doit s'en aller, il s'en va, il prend le camion, il fait son intervention, il revient sur les heures où l'agent quittait les services. Nous avons un tableau de remboursement, alors qui ne couvre jamais le coût total de l'agent, mais qui fait que chaque mois ou chaque trimestre, nous avons un relevé, le SDIS rembourse les heures où l'agent est absent alors qu'il était pendant ses heures, présent pendant ses heures de travail. Souligner que si ça se met en place, nous avions un précédent agent qui était bénéficiaire de ce genre de choses, mais aujourd'hui, en ayant, et ça fait partie des discussions au moment où il a été nommé, et en rejoint le service de police municipale, vous doutez bien que c'est pas forcément facile, puisque s'il a appris sur un accident, une chose comme celle-là, il ne peut pas abandonner la police municipale pour partir faire, prendre sa tenue de pompier de manière générale. Donc, ça fait partie des conditions préalables. Aujourd'hui, c'est un agent technique, s'il est en train de mettre en couleur ou faire quelque chose comme celle-là, il peut facilement partir et puis reprendre ses activités de travaux juste après ou être remplacé par quelqu'un qui va le remplacer si c'est urgent, mais voilà. Pas de questions particulières. On peut passer au vote. Des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unité, je vous remercie. Quelques points d'information, et j'invite ensuite des représentants de la ASF qui vont nous remettre un petit cadeau, enfin nous, à la collectivité, de manière générale. Vous posez des questions tout à l'heure, on pose souvent la question sur les retours de subventions. Nous avions demandé des subventions au département du Nord au titre de l'aménagement des trottoirs le long des routes départementales. Il s'agit d'une dernière tranche qui est située rue du Quesnoy, entre le Château d'Eau et la Maison Rouge. Sachez que nous avons reçu un avis favorable à la demande de subvention à hauteur de 8 900 €. C'était la somme demandée puisqu'il y a un calcul à faire de manière générale. Nous avons ensuite 8 900. Nous avons ensuite eu 3 subventions que nous avions sollicitées au titre du produit des amendes. Une pour un plateau ralentisseur dans la rue des Minimis, dans le cadre du réaménagement. Nous avons obtenu 2 400 €, le plateau ralentisseur coûte un peu plus de 5 000 €. Nous en avons reçu une pour la rue des Hauts-Bois au niveau de l'Aldi, où l'entrée du collège a été un peu décalée, qui coûte à peu près 5 000 €. Nous avons eu 2 400 €. Alors c'est peut-être 2 359 ou 2 450, mais en ordre d'idée, voilà ce que nous avons eu. Et enfin, pour un plateau ralentisseur rue Morel qui est déjà en travaux, puisque la chaussée là était en très mauvais état et il fallait l'engager, nous avons eu 12 000 € de subvention pour ce plateau-là. Autre information, nous avions sollicité la région au titre de l'opération Plantons 1 million d'arbres. Nous avons reçu une subvention de 42 000 €
de la part de la région sur une programmation de plantation qui représente à peu près un coût de 140 000 €. Alors pourquoi cette différence? Puisque la région ne finance que les arbres et quelques accessoires qui vont autour des arbres. Nous avons notamment dans ces opérations-là une partie de renouvellement. J'avais expliqué dans le parc de l'Honnel, on a fait un diagnostic du patrimoine arboré. Il y a des arbres qui sont vieillissants, malades, dangereux. Donc l'objectif c'est de supprimer, donc de remplacer par de nouvelles essences et d'appliquer ce plan de gestion donc avec des travaux plus importants d'abattage, de dessouchage et de préparation de sol qui font qu'il y a un delta plus important. S'il suffit de prendre une voiture et de planter des arbres dedans, forcément la subvention de la région elle est pas loin des 100%. Et voilà pourquoi nous avons ce delta-là. Ça sera réalisable forcément sur 2 années, 2021 en particulier, et on demandera un petit peu 2022. Je regarde les services de manière générale, puisque la région nous a demandé de réactualiser le plan d'ordonnier, parce qu'on nous demande de faire de la participation, et on souhaite faire de la participation des habitants, les sensibiliser. Et vous doutez bien que la période actuelle, c'est un petit peu compliqué de faire de la participation des habitants sur ce genre d'action. Voilà ces 2 éléments pour que vous ayez en tête un petit peu ces retours de subvention. C'était souvent effectivement un défaut puisqu'on vous sollicite pour déposer des dossiers, mais on n'a pas forcément l'information en retour. Je vais maintenant inviter les représentants de la ASF pour nous remettre un blason. C'est le blason, si je ne me trompe pas, initial, originel, on peut dire, de la ville de Quiévrochin, de la commune de Quiévrochin. Et on fera une présentation très très rapide sur écran du projet, j'en avais parlé au dernier conseil municipal, du projet de renaturation du site des fibres du Hainaut de manière générale, puisque nous avons aujourd'hui des plans plus affinés par le bureau d'études qui travaille, qui a la maîtrise d'œuvre sur ce dossier. Nous avons quelques éléments qui sont complétés et précisés par Cathy Boulin sur ce projet des fibres du Hainaut. Alors, bien avec nous. On devait recevoir ce blason au départ à la fête médiévale. Forcément pas de fête médiévale, ça fait un moment que ça traînait, donc voilà, ça a été réalisé par les artistes de la ASF. C'est le premier blason. C'est le premier blason de la commune. Alors j'ai eu dans mon bureau, on l'a récupéré par une association qui gère un peu l'histoire sur la commune, et effectivement, ce sont les premières armoiries de la commune de Quiévrochin, telles qu'elles étaient présentées. Donc voilà, je me souviens qu'on a fait des copies, on a donné les documents. C'est Marie-Claude toute seule ou avec d'autres personnes? Avec Christian, Marie-Claude et Christian qui ont travaillé sur le projet, qui l'ont réalisé. Aujourd'hui, on a vraiment levé le logo de manière beaucoup plus importante, puisque dans le bureau, il est petit, il est même pas en A3. Mais de manière générale, on pourra le garder et puis le mettre en place à l'hôtel de ville. En plus, il y a été protégé. De toute façon, vous avez mis une sorte de lac dessus pour le protéger du vernis. Donc voilà. Oui, si vous souhaitez faire une petite photo, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, venez, on va faire de la distanciation. Allez. Et il y en a un second, c'est-à-dire le logo qui avait été un peu remodernisé de manière générale, qui est en cours et qui arrivera pour les prochains mois. Le confinement facilite ce genre d'activité. C'est ça, non? On le gardera avant les médiévales, ça marche. On pourra exposer celui-là et expliquer aussi un petit peu aux enfants, surtout, et aux habitants, à quoi ces premières armoiries correspondent dans l'histoire de notre commune. Merci à vous en tout cas et encore félicitations. Merci. On va faire une petite présentation assez rapide. Le but, c'est pas de se tenir trop longtemps, surtout qu'on est pris par des questions de couvre-feu, mais sur le projet en cours, qui n'est pas terminé, bien sûr, mais ce à quoi pourrait ressembler la question de la renaturation des fibres du Hainaut.
comme vous l'a montré ce petit film, on est dans un contexte urbain dense, avec des enjeux forts en termes d'aménagement, de développement à toute proximité du site, puisqu'on est le long de la rue Courbevoie. On est sur un espace qui a été très très industrialisé pendant toute la durée du XXe siècle. C'est une des dernières emprises qui ont des prises justement économiques et sur lesquelles la commune se devait de travailler suite au conventionnement qu'il a lié pendant plusieurs années avec EDF. Au-delà de ce contexte urbain fort dans lequel elle se situe, on l'a vu dans le film et on le voit sur donc la diapositive suivante, on est également sur une trame paysagère environnementale en devenir qui est important d'affirmer, de conforter, et c'est donc dans ce cadre-là que la commune a choisi de travailler avec l'agence de l'eau sur la renaturation du site et sur la continuité d'un corridor écologique qui traverse donc la commune de manière nord-sud, en parallèle de l'axe de la vallée de l'Aunel, pour rejoindre en fait cette marque forte au niveau écologique qu'est la vallée de l'Aunel. Donc le principe de renaturation qui a été proposé est vraiment ancré dans la valorisation des dynamiques naturelles qui continue d'exister sur ce site, même si la démolition, la dépollution laisse les terrains à nu et a nécessité le retournement des terres sur plusieurs dizaines de centimètres à certains endroits. Donc là, c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec un espace qui, hors la Peuplerée, qui se situe tout au sud, est complètement nu et n'a plus aucune trace de vie végétale. Mais l'objectif, c'est quand même de s'appuyer sur la régénération possible de ce milieu en partant justement de la Peuplerée. Le projet présenté porte sur une durée totale d'environ 20 ans pour aboutir à la mise en place de cette forêt urbaine, de cet îlot de fraîcheur, puisque c'était l'objet de l'appel à projet auquel avait répondu la commune auprès de l'agence de l'eau. La première phase, qui va être démarrée à partir de l'année 2021, constitue un abattage d'une partie des arbres de la Peuplerée qui sont en fin de vie, on pourrait dire, sur le centre de la Peuplerée, pour éviter qu'il y ait un effondrement du boisement sur lui-même. Et donc ce qui émanera de cet abattage permettra de créer des ramets sur lesquels viendra prendre appui une nouvelle végétation. La nouvelle végétation se mettra, des plantations seront réalisées, la nouvelle végétation se développera petit à petit donc le long de ces ramets, en prenant appui sur la Peuplerée et un espace végétal qui a pu être maintenu dans le fond au sud-est de la parcelle. Sur la durée totale des 20 années de remise en état du site, on aboutit en fin de compte à un milieu qui reste ouvert, avec des plantations relativement hautes sur le fond et puis des végétaux de moyenne croissance en revenant sur la rue Courbevoie et un système de prairies pour arriver doucement vers la rue. L'objectif de ce projet, c'est pas de créer un nouveau parc urbain, très certainement pas d'avoir un espace qui soit ouvert au public. On est bien sur un projet à vocation écologique. Un parc urbain, il y en a déjà un, c'est le parc de l'Aunel. L'idée, c'est d'avoir un poumon végétal et écologique en cœur de ville qui permettent bien entendu le passage de la petite faune. Donc ça nécessitera un réaménagement de la clôture béton existante le long du chemin des Catous et sur le long de Comifères et sur le fond, qui permettra donc le passage des petits animaux sur la rue Courbevoie. Dans le cadre d'un aménagement futur, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir un système de clôture avec un barreau-d'âge ouvert qui donne à voir sur ce paysage créé et qui permettra lui aussi le passage éventuellement, si tant est qu'il y en ait dans la rue, de la faune. C'est de cette manière-là qu'a été monté ce projet. Donc, aujourd'hui, on est sur une AMO qui a permis de définir précisément ses objectifs, avec un budget global de 130 000 € et un montant de subvention qui se situe autour de 80 000 €
projet. Sachant que quand on a monté le projet, on n'avait pas forcément conscience du lessivage des sols qui allait être généré par la dépollution du site. Le budget global du reboisement a augmenté seulement, quand on voit l'état du site aujourd'hui, de 2 000 € hors taxe. C'est-à-dire que le projet est vraiment basé sur le fait de renaturer à partir des abattages de la peuplée, et donc d'enrichir les nouvelles plantations de ce qui existe déjà sur le site. Il y a un plan de gestion qui sera mis en œuvre au fur et à mesure de ces plantations. Donc un travail sur les ramées pour les accompagner, en créer de nouvelles pour que les plantations se développent petit à petit, et sera constitué à terme d'un fauchage par an sur ce qui sera visible depuis la rue qu'on voit, afin d'éviter que le végétal referme le site, qu'on soit toujours sur un espace ouvert en continuité de l'ancienne pépinière et des espaces boisés qu'on a à proximité. Peut-être simplement pour préciser que c'est vrai qu'on est sur une friche industrielle et que le niveau de dépollution et le coût de dépollution est porté exclusivement par l'EPF, et le niveau de dépollution ne permettait pas, compte tenu des pollutions graves qui existaient sur le site, ne permettait pas d'y reconstituer du logement. Donner quelques précisions, effectivement, la subvention agence de l'eau est déjà acquise. Notre objectif actuellement, sur ce projet, mais aussi sur d'autres projets, nous sommes en train de creuser les possibilités de subvention dans le cadre du plan de relance qui a été lancé par le gouvernement. Donc il y a des projets qui sont liés à la renaturation. Potentiellement, ce projet pourrait être éligible. Nous sommes en train de regarder un petit peu si les différents projets de la commune à court terme, puisque l'objectif c'est de démarrer rapidement, qui peuvent rentrer dans les cases à ce sujet-là, sans réouvrir un grand débat dessus. Effectivement, les difficultés à la fois pour transformer ce site au vu des niveaux de pollution pour y faire de l'habitat, mais aussi, ça fait partie d'une logique d'aménagement de la commune. On ne peut pas démultiplier les poches d'habitat, nous en avons priorisé certaines, habitat ou services commerce, les secteurs d'Avéry qui ont déjà été commencés, les 5 secteurs liés à la concession d'aménagement. Nous avons toujours en réserve les vanocés, puisque dans le PLUI, nous avons réussi à obtenir cette zone comme une zone toujours en voie d'urbanisation de manière générale. On sait très bien que démultiplier les zones d'urbanisation feront que certains projets ne pourront pas être réalisés, puisqu'on est dans une temporalité aujourd'hui assez longue, et il faut être donc réaliste dans la gestion de notre commune. L'objectif, et c'est ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est aussi d'avoir un espace en centre-ville, pas forcément accessible au public. On verra au fur et à mesure d'évolution s'il y a un engouement, peut-être des actions pédagogiques de manière ponctuelle sur site, mais en tout cas pas un espace ouvert avec un accès au public de manière permanente à ce niveau-là, qui vient s'intégrer déjà à une trame verte existante, et surtout avec une classification au nouveau PLU intercommunal en zone naturelle. C'est-à-dire qu'on vient vraiment sanctuariser aussi d'un point de vue réglementaire l'aménagement de ce site-là. Voilà les volontés ou le travail qui a été fait autour de ce projet de renaturation des fibres du Hainaut. Effectivement, les travaux sont terminés. L'objectif aujourd'hui, c'est de récupérer le foncier, et on a voté lors d'un dernier conseil municipal les conditions de reprise du foncier, qui étaient de toute façon déjà reprises dans la convention initiale de manière générale, mais de pouvoir développer assez rapidement ce projet. Ce qui manque, c'est de consolider un petit peu budgétairement la recherche de nouveaux partenaires financiers. Il y a aussi une discussion autour de la gestion, ou du moins de l'aménagement de ce site, de pouvoir peut-être travailler aussi avec des chantiers d'insertion, puisque au-delà d'être écologique, l'objectif de ce projet, c'est qu'il puisse être aussi solidaire, et peut-être de solliciter des ateliers d'insertion, alors peut-être pas sur l'ensemble des travaux, puisqu'il y a des travaux très complexes de manière générale, mais sur certains, dans l'appel d'offres, de cadrer certaines actions, peut-être dans l'aménagement ou dans la future gestion, qui pourront être gérées par des structures qui font de l'insertion de manière générale, de personnes en recherche d'emploi, en insertion, ou des personnes en situation des fois de handicap, et qui permettrait de faire un projet vraiment très inclusif, à la fois écologique, mais aussi sur le plan de l'économie sociale et solidaire. Voilà un petit peu les premiers éléments dont nous disposons à l'heure actuelle. Alors ça a besoin d'être affiné, ça a besoin effectivement d'avoir une consolidation budgétaire, mais l'objectif c'est que courant 2021, on puisse attaquer cette opération.
Plutôt fin d'année 2021, puisque vous vous doutez bien que les plantations, on ne va pas faire ça en plein mois de mai, en plein mois de juin, de manière générale. Et puis le dernier élément sur lequel je voulais souligner, c'est aussi une attente de manière générale à l'heure actuelle d'avoir des îlots comme cela, de pouvoir replanter un certain nombre d'arbres qui jouent sur la qualité de vie, qui jouent sur la qualité de l'air, qui jouent des rôles de régulateurs de température. Je ne sais pas, mais ça fait 2 ou 3 étés où c'est assez costaud, et on se rend compte que des rues ou des espaces boisés, alors même si là, sa vocation première n'est pas d'accueillir du public, mais permettent quand même de diminuer la température et de faire des îlots de fraîcheur, appel à projet auquel nous avons répondu auprès de l'Agence de l'eau et sur lequel nous avons été convaincants et donc éligibles à une subvention importante. Voilà les éléments que j'avais à vous présenter de manière générale. Pour vous libérer un peu avant 20 heures, il y aura forcément une présentation plus définie en conseil municipal, en réunion aussi peut-être avec les riverains et le public pour présenter un peu le projet, pour prendre aussi peut-être quelques éléments qui resteront affinés dessus pour que les habitants puissent mettre leurs pattes aussi sur ce projet de renaturation du site des fibres du Léon. Pas de remarques, pas de questions? Et bon, on peut dire que la séance est levée, on vous libère. Bonne fête de fin d'année dans des conditions un peu particulières. Bonne soirée à vous toutes et tous. Il nous reste 11 minutes avant de rentrer de manière générale. Bonne soirée à vous.